Bonjour chers spectateurs, bonjour chers amis internautes, bienvenue dans cette nouvelle édition d'Emerging Valley qui se déroulera cette fois-ci, contrairement à l'édition précédente, dans ce cadre magnifique offert par le Palais Faro. Mon nom est Shimon Jagello, je suis le correspondant à Bruxelles du magazine Forbes Afrique. Comme vous le voyez, mesures sanitaires obligent, nous devons porter des masques et nous vous remercions pour votre compréhension. Alors aujourd'hui, nous allons discuter d'une thématique assez intéressante, assez importante, qui est la Tech for Good. Pourquoi, comment les startups s'investissent pour le bien commun. Comme vous le savez, l'Afrique, beaucoup de pays africains ont progressé dans les classements des affaires, le Doing Business de la Banque mondiale, qui est publié chaque année. Cependant, des écueils persistent, notamment par exemple dans le domaine de la santé, où les médecins sont passés de 1 à 2,7 pour 10 000 habitants en 2017, mais qui est 7 fois toujours inférieur aux recommandations faites par l'Organisation mondiale de la santé. Pourtant, il y a des acteurs de terrain qui contribuent à changer la donne. Comment? Pourquoi? Sont-ils capables, dans leur projet, d'allier rentabilité avec une initiative à vocation sociale? Ce sont parmi les questions que nous allons aborder avec mes panélistes, que j'aurai le plaisir de vous introduire. Nous allons commencer par la gente féminine. J'ai à ma droite Madame Assintan Fofana, qui est du Mali, qui est la cofondatrice du Mali Solar Initiative. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour, merci à vous. Ensuite, j'ai Monsieur Mamadou Sanogo, qui est le fondateur de Mon Emploi et Moi. Bonjour. Bonjour. Et ensuite, j'ai Monsieur Yvon Kontam, qui est le CEO et cofondateur de Konjik Ballet. Je le dis bien, j'espère. Oui, c'est ça. Bonjour. Merci. Alors, peut-être avant d'entrer dans le vif du sujet, dans le vif des débats, ce que je voudrais faire avec vous, c'est de faire un petit tour de table et vous demander, écoutez, dans quel domaine vous agissez, dans quel domaine votre start-up est-elle active et pourquoi vous décidez spécifiquement de choisir le secteur dans lequel vous êtes actif. Madame Fofana, je vous adresse la première question. Ok, merci pour la question. Avant tout propos, je voudrais d'abord remercier les organisateurs pour l'invitation. Donc, je suis Assintan Fofana, je viens du Mali et je suis cofondatrice de Mali Solar Initiative, comme son nom l'indique, une start-up qui évolue dans le domaine de l'énergie solaire. Alors, pourquoi ce projet? Il faut savoir que le Mali est un pays situé au cœur de l'Afrique de l'Ouest. C'est aussi un pays où l'électrification représente toujours un défi majeur, surtout en milieu rural où le taux d'accès n'excède pas 20%. À côté de cela, il y a une forte dépendance aux énergies fossiles au détriment des services sociaux de base. Donc, paradoxalement, c'est également un pays qui a un vaste potentiel en énergie solaire, mais qui malheureusement n'est exploité qu'en partie. Donc, c'est pourquoi nous avons créé Mali Solar Initiative, un projet initié par des jeunes diplômés maliens ayant pour objectif de participer à la réussite de la transition énergétique au Mali. Donc pour cela, nous offrons les produits du quotidien fonctionnant à l'énergie solaire, permettant d'éclairer et de faciliter l'accès à l'information, de pouvoir recharger des appareils éventuellement. Donc au-delà de notre impact positif sur la résorption du déficit énergétique, nous souhaitons également renforcer notre engagement pour le développement durable, donc en intégrant dans les localités des kiosques solaires multifonctionnels. Donc, une thématique d'ailleurs forte en vigueur aujourd'hui lorsqu'on parle de changement climatique, bien évidemment. Effectivement. Donc voilà, au-delà de la commercialisation, nous souhaitons vraiment impacter sur le développement durable de ces localités-là. Donc, en parallèle de la commercialisation, nous souhaitons organiser autour de ces kiosques des campagnes et des animations à l'endroit des populations sur les avantages du solaire, la gestion de l'environnement. Donc, voilà. Mais écoutez, c'est déjà un très beau projet. Quand vous me dites qu'au milieu rural, il n'y a que 20% des personnes qui ont accès à l'électricité, donc vous contribuez. Voilà encore un exemple, comme vous le mentionnez, c'est ici un peu, je dirais, le fil rouge, le fil conducteur de ce panel. Mais écoutez, je m'adresse vers vous, monsieur Yvon. Dans quel secteur vous êtes actif et pourquoi? Voilà. Bonjour. Bon, merci beaucoup pour cet honneur et pour l'occasion. Moi, c'est Yvon Koudam, je suis togolais et je suis le PDG et cofondateur de la start-up Konjik Ballet. Alors, je suis dans le secteur de la santé. Alors, pourquoi ce projet? Le constat, c'est que aujourd'hui, l'accès aux santé reste vraiment difficile et les populations les plus reculées ont vraiment des difficultés pour des services de soins. Alors, moi-même, j'ai eu un vécu où il y a mon neveu qui a failli perdre la vie à cause d'un carnet de santé oublié. Du coup, l'idée, c'était de mettre en place une solution digitalisée pour solutionner
ces manques. Donc, au Togo, on a fait des études sur le terrain. Et c'est cette anecdote que vous partagez avec Oui, nous, oui, malheureuse, je dirais ici, qui oui, vous a motivé à vous exactement, investir dans le secteur de la exact, santé? voilà. Donc, dans le but de mettre en place une telle solution, on a fait des études sur le terrain et au Togo, on a un praticien pour 16 000 patients. Voilà. Et la population aussi est vraiment, on a 39% de la population qui est analphabète. Et aussi, le Togo n'est pas vraiment couvert par la connexion Internet. Voilà. Du coup, nous proposons des services comme la téléconsultation, où on peut être téléconsulté depuis sa maison, son salon. Ensuite, nous proposons des services de géolocalisation des centres de santé, des structures de santé également. Nous proposons la commande de produits pharmaceutiques. Voilà. Et dans les perspectives, nous-mêmes, nous voulons implémenter le service de soins à domicile pour les femmes enceintes. Voilà. Et aussi, le côté social, c'est que nous créons de l'emploi déjà pour les jeunes femmes, puisque nous avons un côté enrôlement sur le terrain. Donc, on va sur le terrain pour faire une enquête, pour prendre les besoins réels des populations les plus vulnérables. Et ces enquêteurs, bon, je dirais enquêtrices, puisque ce sont des femmes locales, formées localement, et ça donne une confiance en fait. Voilà, quand elles viennent chez vous, discuter avec vous dans votre langue locale, là, vous êtes rassurés. Voilà. Donc la question du numérique, comme vous avez cité un peu plus tôt, sur laquelle on reviendra, parce que c'est une Exactement. thématique aussi Voilà. assez importante. Merci beaucoup. Je voudrais aussi vous présenter, et merci de nous rejoindre, Monsieur Lamine Barrault, qui est le CEO d'Etudesk. Donc voilà, ici nous avons vraiment des exemples concrets sur le terrain de start-up qui ont une vocation sociale, un impact sur les communautés. J'aurais quand même une question, peut-être avant de présenter votre projet. Quelle est la différence ou comment caractérisez-vous un entrepreneur social comparativement à un entrepreneur ou une start-up dite classique? D'accord. Merci beaucoup, Simon, pour cette opportunité que vous me donnez. Donc, je suis Lamine Barrault. Et pour définir l'entrepreneur social, il faut dire que déjà, un entrepreneur social, c'est quelqu'un qui crée une entreprise sociale. Et une entreprise sociale n'est pas nécessairement une association ou une ONG. Une entreprise sociale n'est pas également aussi une entreprise classique, comme tu l'as mentionné, qui est à premier but une entreprise qui est censée faire du profit. L'entreprise sociale est une entreprise qui crée de l'impact en fait, que ce soit sur la société, que ce soit sur l'environnement. Et l'entreprise sociale va chercher à pérenniser en fait son modèle en générant du profit, mais ce n'est pas vraiment ça la priorité d'une entreprise sociale. Et pour faire la transition, je peux prendre l'exemple d'Etudex, qui est une start-up spécialisée dans la formation à distance. En fait, pourquoi on a créé Etudex? On s'est rendu compte que d'ici 2030, il y aura plus de 230 millions de jeunes africains qu'il faut former, qu'il faut pouvoir insérer. Mais malheureusement, il n'y a pas assez d'espace, il n'y a pas assez de place dans les grandes écoles, dans les universités locales. Et donc, Etudex vient aider en fait ces institutions de formation à renforcer leurs capacités avec trois choses. La première chose, c'est qu'on les accompagne à améliorer la qualité pédagogique de leur formation, à les digitaliser. La seconde chose, c'est qu'on met à leur disposition une plateforme qui leur permet de pouvoir diffuser leur formation à grande échelle. Et ensuite, on les accompagne même à recruter de nouveaux étudiants. Donc, une université qui avait l'habitude de faire des formations à Abidjan a la possibilité de pouvoir former des étudiants à Dakar, des étudiants à Bamako, et ainsi de suite. Donc vous avez déjà une empreinte un peu plus déjà, je dirais, sous-régionale, tout doucement alors. Et en 2 ans, on accompagne plus de 500 institutions qui ont réussi à former plus de 62 000 jeunes Africains déjà. 62 000 sur les 230 millions que vous avez cités. Où est là le besoin? Alors, je vais retourner vers vous, M. Sanogo. Vous êtes un petit peu actif dans l'emploi, la formation peut-être aussi certainement. Exact. Comment contribuez-vous alors avec, comme Etudex. monsieur ici, voilà, Etudex, écoutez, à pallier ce problème lié à ces 230 millions de jeunes qui ont besoin d'accès à des compétences bien spécifiques pour rentrer sur le marché de l'emploi aussi, on doit bien le souligner. Oui, en fait, c'est la continuité de l'activité de M. Barrault. Après la formation, logiquement, c'est de l'emploi. Et moi, je me présente, je suis Sanogo Mahamadou. Je suis le promoteur RSCO de Emploi et moi.
Donc, c'est à la suite du constat que, en fait, le Mali, avec plus de 20 millions d'habitants, dont la majorité sont des jeunes, et un taux de chômage pointant à plus de 21%, nous avons eu l'idée de créer Emploi et moi, et avec comme slogan un emploi pour chaque Malien. Aujourd'hui, Emploi et moi est une structure qui a pour mission d'aider et d'accompagner les demandeurs d'emploi au Mali et ceux de la diaspora qui veulent revenir, en fait. Donc, du coup, nous nous plaçons auprès des entreprises en leur fournissant des profils adaptés, surmesurés, et aussi aux côtés des demandeurs d'emploi pour faciliter leur insertion socio-professionnelle. Et Emploi et moi, c'est un site web très dynamique et très smart autour d'un portail d'information et d'échange, et aussi une application génératrice des CV parce qu'on a vu que les CV sont un peu mal conçus. Et aussi, dans les zones rurales, les jeunes n'ont pas accès à l'ordinateur, en fait. Mais par contre, ils ont des smartphones. Donc, du coup, on a pensé à mettre une application en place qui leur permet de créer leur CV sur place et puis de postuler à des offres d'emploi en temps réel. Et aussi, nous avons un magazine mensuel 100% RH qui traite les questions des ressources humaines, en gros, euh, relatives à tout ce qui est licenciement, et les contrats du travail, et j'en passe. Et aussi, nous avons des cartes membres qui permettent à la personne détentrice de la carte d'avoir un avantage considérable sur les autres postulants, en fait, parce que nous observons un traitement bien spécifique à ce délai, en fait. Donc, c'est un peu ça, Emploi et moi. Nous organisons aussi des événements professionnels, notamment les after-work. Et au mois d'avril passé, nous avons organisé le premier salon international de recrutement au Mali qui a rassemblé un peu les acteurs de l'écosystème RH. Et sur les 2 jours, on a pu recueillir plus de 5000 jeunes en fait. Et Donc, il y si je avait comprends, vous êtes en interaction dans votre projet avec les personnes qui sont actives dans exact, les ressources humaines pour mieux comprendre peut-être les besoins des entreprises qui veulent embaucher des gens. exact, exact. Mais en tout cas, voilà, donc nous avons 4 ici exemples concrets. Et en tout cas, dans les éléments que vous avez cités, il y a un point qui m'intéressait, c'est la rentabilité. Et ici, je m'adresserai à vous. Comment associer rentabilité et impact social en même temps? C'est possible? Vous avez dû faire des choix assez durs parfois? Oui, 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 oui. En fait, quand on est une entreprise sociale, il faut vraiment écouter le client. Voilà. Et pour écouter le client, on ne doit pas mettre en place des business models comme si on voulait juste de l'argent. Du coup, il faut voir le pouvoir d'achat, par exemple, de, de la cible. Mhm. Il faut également voir comment le produit sera adopté sur le terrain. Donc, il faut tous ces critères-là pour que ce que vous designez comme produit sur le terrain soit vraiment bénéfique pour vous. Et voilà, donc et aussi pour qu'on ne fasse pas faillite. Mhm. Voilà. Puisque quand on crée une entreprise, on veut générer de la valeur. Donc, il faut allier cela, voir le pouvoir d'achat de la cible, vraiment étudier la cible et adapter son produit. Du coup, les prix des produits, le packaging, l'emballage, la logistique et autres, là, il faut vraiment travailler déjà avec un financier, voilà, pour voir comment les coûts de, par exemple, de la production et autres, là, mettre tout ça là ensemble avant de proposer le produit. Donc, je dirais que quand on est social, on écoute premièrement la cible, voilà. Mais vous avez parlé justement de financement aussi. Moi, je lisais récemment une interview et et un président, enfin un dirigeant ouest-africain disait que malheureusement, 85% des investissements en Afrique de l'Ouest se concentrent sur 4 pays. Comment faire pour que cela se diversifie un peu plus? D'accord. Il faut déjà dire que 85% de ces investissements sont levés hors de l'Afrique, Mhm. principalement par les anglophones, donc l'Afrique du Sud, le Nigeria, l'Égypte et le Ghana, si je m'en souviens. En fait, le marché financier, il est ailleurs, il n'est pas encore en Afrique en fait. D'accord. Et donc, les entrepreneurs dans les pays francophones doivent pouvoir renforcer leur propre capacité pour aller récupérer, pour aller lever ces fonds aussi sur les différents marchés, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Et c'est vrai que l'entreprise sociale
n'est pas forcément attractif pour ce type d'investisseurs, mais il y a des types d'investissements aussi, il y a des types de financement aussi pour les entreprises sociales. Et donc, c'est à l'entrepreneur de pouvoir vraiment connaître son interlocuteur, savoir comment convaincre ces différents types d'investisseurs qui sont plus focalisés sur, par exemple, les entreprises alignées avec les ODD, donc Objectifs de développement durable. Pouvoir montrer l'impact de son entreprise, pouvoir montrer qu'en plus de l'investissement, il y aura un modèle économique qui pourra pérenniser la survie de l'entreprise. Et voilà, en fait, c'est vraiment à ce niveau-là que les entrepreneurs dans l'Afrique francophone doivent pouvoir arriver. Madame Fofana, alors ici, je m'adresserai à vous. On parlait de convaincre un investisseur pour investir dans un projet social. Quels sont, selon vous, alors, les ingrédients clés pour pouvoir convaincre un investisseur de donner et d'investir son argent dans un projet donné? Donc, nous, Mali Solar Initiative, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas eu la chance de lever des fonds. Mais je viens juste de participer à un programme SIBC, donc, où nous avons suivi des formations qui nous permettent au moment venu de passer directement. J'ai compris lors de ce programme ou lors des sessions que nous avons suivies, une start-up, pour aller voir un investisseur, il faut d'abord vous soutenir. Où est-ce que vous en êtes? Parce que je pense qu'il y a plusieurs stades. Il y a le stade d'amorçage, le stade de croissance, le stade de maturité et même le stade de faillite. Donc, à tout ce stade-là, nous pouvons avoir des potentiels investisseurs. Donc, il faudra d'abord vous soutenir et être vraiment prêt. Donc, je pense qu'il n'est pas nécessaire d'aller voir un investisseur avec une simple idée. Il faut d'abord l'expérimenter, être convaincu de ce que vous avez et vraiment aller voir l'investisseur qui est prêt à investir au stade où vous vous situez. Écoutez, merci pour ces éclaircissements. Merci. Je me tourne vers vous, Monsieur Mamadou. Parce qu'ici, on se concentre quand même, vous êtes tous issus d'Afrique de l'Ouest. Hein. Ici, y a-t-il une particularité, monter une start-up à impact en Afrique de l'Ouest? Quelles seront éventuellement aussi les différences avec les autres régions? Bon, je dirais que la particularité peut se situer au niveau peut-être de la lourdeur administrative qui peut-être qui est dans d'autres pays qui ne sont pas présents peut-être dans certains pays. Et aussi, il y a l'infrastructure aussi. Et je dirais aussi, il y a le financement. Et je dirais aussi, voilà. Vous partagez cet avis qu'il y a une lourdeur administrative innée à l'Afrique de l'Ouest dans ce contexte? Bien sûr, comme tout ailleurs, mais pour ajouter aussi, l'une des particularités selon moi, c'est aussi les entreprises sociales ont cette particularité-là où le client est généralement différent de l'utilisateur final. Comme Yvon le disait, c'est des cibles qui... De quelle manière est-il différent? C'est généralement le client final n'a pas nécessairement un pouvoir d'achat élevé pour pouvoir acheter la solution en fait. Donc généralement, on va aller voir des organismes qui sont prêts à payer pour le client final. Et donc c'est vraiment important pour l'entrepreneur social de pouvoir faire cette différence. Lorsqu'on a notre cible qui n'a pas forcément le pouvoir d'achat pour acheter le service, il faut pouvoir trouver des partenaires, des bailleurs de fonds, ou souvent même l'État, parce que l'entrepreneur social, c'est un entrepreneur qui fait un peu le travail de l'État, en fait, qui est de proposer les services de base, en fait, à la population. Donc, c'est important pour l'entrepreneur social de pouvoir savoir quel est le partenaire financier qui peut soutenir son modèle économique. Donc, vous parlez donc de pallier éventuellement les manques de l'État dans certains pays, c'est ça? Est-ce que vous partagez cet avis qu'en fait, que les entrepreneurs sociaux en Afrique de l'Ouest, en fait, foncent sur des projets, créent des projets pour peut-être la majeure partie du temps pallier les manquements de l'État ou des compétences ou des obligations de l'État dans des domaines particuliers comme la santé par exemple? Ici, Exactement. Comme M. Bao l'a dit, en fait, les entreprises sociales suivent l'État. En fait, c'est le PPP, le partenariat public-privé, où ce que l'État ne fait pas, les entrepreneurs essaient de le faire. Voilà. Du coup, par exemple, dans le domaine de la santé, l'État aussi a cette structure, l'État a mis en place beaucoup de mécanismes
même pour l'avènement du Covid, il y a eu beaucoup de mécanismes. Mais nous, par exemple, avec notre application, on peut facilement accéder aux mécanismes proposés par l'État. Voilà, donc du coup, l'entrepreneur social, les entreprises sociales essaient de vraiment boucher les Ouais. trous laissés par le pouvoir public. De Voilà. boucher les trous, comme vous dites. Oui. Écoutez, c'est une expression très intéressante. En Oui, tout cas, on en oui. prend bien note. Euh, Ici, Mme Fana, je m'adresserai à vous parce que vous avez cité plusieurs fois l'aspect technologique, soit de votre projet ou l'importance quand même du numérique aujourd'hui. Moi, je lisais ce matin un rapport de l'OCDE qui était les dynamiques de développement en Afrique pour cette année. Et je lisais que seulement 26% des populations rurales du continent utilisent régulièrement Internet. Alors, j'aurais une question à vous poser. Pour la création d'une start-up à vocation sociale, les nouvelles technologies sont-elles un prérequis dans le monde d'aujourd'hui, selon vous? Un prérequis, oui, je pense que oui. Ou dans un milieu rural aujourd'hui, on a de la peine à avoir de l'électricité, donc à plus forte raison l'Internet. Donc, nous utilisons la technologie solaire, donc une technologie qui est vraiment adaptée à l'Afrique, au Mali, une technologie qui convient particulièrement à l'alimentation de ces ménages-là, du milieu rural en électricité. Voilà, jusqu'à ce jour, nous n'avons pas apporté une technologie numérique au projet, mais c'est en cours, vu que nous voulons vulgariser notre solution dans tous les pays. Donc, nous sommes en train de mettre en place une plateforme qui va permettre non seulement aux clients d'avoir directement, une vue sur ses besoins, donc avoir directement son dimensionnement pour l'installation et également commander directement à travers la plateforme où nous envisageons de les livrer sous un délai de 24 à 48 heures. 24 à 48 heures. Oui, dans tout le Mali. Dans tout le Mali. Oui, en fonction des villes. Et est-ce que vous ne faites pas, par exemple, dans ce projet-là, comme défi, face à des manques d'infrastructures éventuellement qui vous permettraient, ou comment faites-vous alors pour pallier à cela et garantir, je dirais, une raison en 48 heures? C'est ça, j'ai compris. Hein. Oh oui. Et comment feriez-vous ça alors, je veux dire, pour livrer, parce que le Mali, c'est quand même un très très grand pays, hein, donc comment feriez-vous ça? Quelle est déjà votre stratégie là-dessus? Ok, du coup, nous souhaitons d'abord intégrer dans chaque région des points focaux. Donc, après commande, la localité qui est reliée directement à la région. Donc, cette région, le point focal dans cette région, c'est à charger directement de faire la livraison et d'assurer l'installation et tout ce qui s'ensuit. Écoutez, déjà, voilà une innovation extraordinaire. Donc, on a parlé des défis liés donc pour pallier le manque des compétences ou de l'État. Nous avons parlé ici d'infrastructures. Selon vous, je m'adresserai vers vous, M. Sanogo, y a-t-il d'autres, par exemple, défis auxquels vous faites face dans la mise en pratique, dans la mise en place de votre projet? Bon, comme tout start-up et tout ça, toute start-up, les défis sont nombreux en fait. Donc, du coup, il y a le manque de financement, je dirais. Il y a le manque de financement et aussi il y a le manque d'infrastructure. Ouais. Le manque de financement, le manque d'infrastructure et l'environnement surtout. L'environnement propice pour le développement de la start-up. Écoutez, ici on a parlé donc des défis, de comment monter une start-up. Ma question, je m'adresserai à vous, et après aussi je m'adresserai à la même question. Comment pourrait-on faire pour un passage à mise à l'échelle? Je dirais quoi? Pour une mise à l'échelle, faut-il, pour avoir du succès, passer directement au régional, comme c'est le cas avec vous? Ou est-ce que déjà au niveau local, ça suffirait? Je pense que tous les pays africains ont les mêmes défis. Donc, si on a au-delà même d'une technologie, une innovation qui peut impacter d'autres régions, c'est vraiment important pour l'entrepreneur social de penser scalabilité, de penser passage à l'échelle en fait. Mais effectivement, avant de faire ce passage à l'échelle là, c'est vraiment important de faire un pilote, tester sur un marché restreint. C'est ce que M. Sanogo a parlé tout à l'heure. Exactement. C'est un des points. Exactement. Et une fois qu'on se rend compte que c'est un succès, et là c'est facile parce qu'on connaît la cible, on sait comment dérouler en fait le service, on sait qui finance, on sait comment soutenir le modèle. Et une fois qu'on a toutes ces réponses-là, c'est vraiment plus simple de pouvoir passer à l'échelle. Et le passage à l'échelle, effectivement, ça va nécessiter de nouveaux types de financement. Ça va également nécessiter des compétences, des talents, parce que
une entreprise, c'est les ressources humaines, et c'est des ressources humaines de qualité et qui n'est nécessairement pas vraiment disponible en quantité en Afrique. Et donc ça aussi, c'est l'un des challenges des entrepreneurs en Afrique. Et une fois qu'on a quand même réussi à mettre en place cette équipe-là, là, on peut directement passer à l'échelle, en fait. Donc, Et le passage à l'échelle aussi, c'est vraiment important de faire des partenariats et ne pas vouloir recréer les infrastructures chaque fois qu'on va arriver dans un nouveau marché, en fait. donc vous avez parlé de compétences qui sont hautement importantes. C'est ça. Justement, comment pourriez-vous, vous, dans votre projet, comment accompagnez-vous justement ces ressources humaines et comment vous les placez pour que les jeunes puissent avoir les compétences exigées aujourd'hui par le monde de l'emploi et aussi pour le futur? En fait, le rôle de l'employeur, c'est d'analyser les demandes des entreprises et ensuite leur trouver des profils adaptés, faire un tri entre les candidatures et tout ça, et puis choisir des profils adaptés aux besoins de l'entreprise, et puis leur proposer tout simplement moyennant rémunération par la suite. Il y a aussi Sur une honoraire. communauté qui grandit au sein de votre projet pour faire une passage à mise à l'échelle, pour avoir, au plus vous avez de monde, au plus ça veut dire que votre projet grandit et ça aussi permettrait un passage à la mise à l'échelle, si je comprends. Exact. Il y a aussi un quid des autorités publiques, parce que vous m'avez dit, c'est vous qui avez cité, que souvent les entrepreneurs sociaux s'investissent là pour boucher les trous, pour reprendre votre expression. Oui, oui. Est-ce que peut-être dans le projet, vous intégrez peut-être de coopérer avec les autorités soit locales, soit régionales ou au niveau national Oui. pour permettre justement à votre projet de vraiment se développer, d'avoir une mise à l'échelle qui pourra avoir vraiment un impact bien grandissant Oui, oui. dans le domaine de la santé, ici, Voilà. je veux dire. Oui, forcément, comme je l'ai dit, c'est un partenariat gagnant-gagnant, puisque l'État, bon, il y a la notion de souveraineté, forcément. Donc, quand on est dans un pays ou dans une région, il faut forcément s'allier déjà aux tests, aux lois qui réglementent les secteurs et tout ça là. Donc, il faut vraiment un partenariat. Et comme M. Barrio l'a dit également, il ne faut pas recréer la même chose. Quand on veut passer à l'échelle, si on va dans un autre pays, il faut voir ce qui existe déjà et voir si on peut se mettre en synergie, en partenariat. C'est très important, il ne faut jamais réinventer la roue. Mais surtout s'adapter au contexte, en fait, s'adapter à la réalité de la région. Puisque, par exemple, je peux dire, je veux lancer mes services de santé au Mali, mais je ne connais pas les réalités du Mali. C'est vrai, c'est l'Afrique de l'Ouest, il y a des similitudes, mais il faut forcément des pilotes, il faut forcément faire des enquêtes terrain, forcément, et voilà, maintenant, voir quelle institution approcher, les pouvoirs publics, puisque eux, ils sont là pour ça, forcément. Donc, aller les approcher, voir dans quelles possibilités travailler ensemble. Donc vraiment faire une enquête de fond, Oui. proposer un produit adapté, pas qu'au niveau national, mais vraiment au niveau local, prendre Exactement. l'ancrage local Être sûr avant d'aller. Voilà. avant d'aller un peu plus loin et l'accompagnement ici avec l'État. Mais quand on parle de partenaires dans la santé, par exemple, un partenaire peut être considéré aussi comme le consommateur de votre projet ou Oui. du bien que vous mettez à disposition. Donc nous avons parlé des défis. Est-ce qu'il vous arrive aussi, dans l'ancrage local, d'avoir un aspect culturel qui peut freiner le développement ou la mise à l'échelle de votre projet? Oui, oui. Quand on a commencé, il y a cet aspect culturel de l'automédication. Voilà. Souvent, le patient ou l'utilisateur lui-même veut se prescrire les ordonnances, je dirais. Puisque quand il a mal à la tête, peut-être c'est la malaria, peut-être c'est un autre mal, mais lui-même, il part à la pharmacie et dire oui, je vais m'acheter un paracétamol, et voilà. Mais on ne sait pas en fait quels symptômes il a. C'est mieux d'aller se faire consulter. Ouais. Également, c'est l'Afrique, c'est l'aspect culturel. Je dis, j'ai mes herbes, j'ai mes traitements traditionnels, donc voilà. Donc, c'est vraiment un défi pour nous, surtout les populations les plus reculées, de leur apporter ces services de santé-là, puisque il y a l'automédication qui est vraiment un vrai défi à pallier. Voilà, je dirais ça. Ben ici, je voudrais faire un dernier tour de table parce que le temps file tout doucement, malheureusement, et ça donne aussi un peu que le débat est assez fort intéressant.
Ben, écoutez, je vais commencer par vous, Nymphana, sur une question assez simple, pour savoir, parce qu'il y a certainement des jeunes qui voudraient être inspirés par vous, par les projets que vous avez lancés. Comme ça, brièvement, quels sont selon vous les ingrédients clés pour pouvoir lancer un projet? Quels sont les éléments qu'il faut-il avoir pour se lancer dans un projet à impact social? Donc, pour moi, je pense la motivation première pour développer un projet à impact social, c'est d'abord vraiment identifier le problème, d'abord. Ensuite, aimer ce que vous êtes en train de faire. Et oui, je pense que la motivation première, c'est vraiment d'aimer ce que vous faites et surtout de persévérer. Parce que nous sommes dans un environnement en Afrique de l'Est qui n'est vraiment pas propice pour les startups. D'accord. Mais avec la motivation, l'envie de venir en aide à nos populations, à nos communautés, je pense que nous pouvons tenir. Monsieur Lamibaro, on a parlé de motivation, persévérance. Pour vous, y aurait-il d'autres éléments à prendre en compte à ceux qui nous regardent par Internet ou ici dans notre audience et voilà, qui peut-être dans leur tête se disent, tiens, je voudrais lancer un projet, mais qu'est-ce qui me motiverait à le faire? Quels sont les ingrédients déjà à la base qui me disent, voilà, lance-toi? Je dirais, bon, ce que j'ai remarqué beaucoup d'entrepreneurs, de nouveaux entrepreneurs faire comme erreur, c'est le fait de ne pas se documenter en fait. C'est vraiment important de se documenter. Lorsque tu identifies un problème, il faut savoir que ce problème il existe depuis très longtemps. Il y a des personnes qui essaient de trouver des solutions. Il y a souvent même des solutions, même si elles ne sont pas encore parfaites. Il existe forcément déjà un cadre où il y a plein de réflexions qui sont déjà menées sur ce même problème. Donc c'est vraiment important déjà de se documenter, voir les différentes initiatives de l'État, voir les différentes initiatives d'autres entrepreneurs. Pour lancer éventuellement un projet qui se distingue de ce qui a déjà été Exactement. fait? Ne pas copier. Ok. Même si on copie, on va apporter une touche vraiment innovante pour vraiment adapter la solution au problème en fait. Donc c'est vraiment important pour l'entrepreneur de se documenter, de faire la veille en fait. Se documenter pour trouver une idée qui soit différente, persévérance, motivation. D'autres éléments peut-être à prendre en compte, M. Sanogo? Bon, je dirais l'innovation, l'agilité. L'agilité. Pourquoi l'agilité est assez importante? Bon, l'agilité est importante pour une start-up en fait. C'est vraiment primordial en fait pour une start-up. Et aussi l'équipe surtout. Donc du coup, vu que nous évoluons dans le secteur RH et tout, donc du coup, on sait à quel point l'équipe compte en fait. Pourquoi est-ce si important de s'entourer? Vous mentionnez cet élément équipe. C'est-à-dire quoi? De s'entourer de personnes à qui vous allez déléguer un certain moment? Pourquoi c'est si important? Exact. En fait, dans toute chose, en fait, on peut pas gérer seul en fait un projet. Donc du coup, il y a des moments où il faut déléguer des projets et tout. Et il y a, en fait, l'équipe est composée de plusieurs, l'équipe peut être composée de plusieurs nationalités ou de plusieurs jeunes qui ont plusieurs d'autres idées en fait. Mais les tout rassemblés peut former un truc merveilleux en fait. Donc du coup, l'équipe est primordiale, surtout l'intelligence collective. C'est très très important en fait. Quelque chose de plus grand que notre propre personne. Donc c'est vraiment important de se faire entourer en fait. Comme vous dites, je crois que vous avez tout à fait raison. C'est un impact social, c'est plus grand que le projet lancé par la personne elle-même. Et vous pouvez bien le dire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc on a parlé de s'entourer d'une bonne équipe, motivation, persévérance, de se documenter. Et je terminerai par vous. Avez-vous d'autres éléments en tête qui permettraient justement... Quel conseil donnerez-vous à ces jeunes, tous qui nous regardent et qui voudraient se lancer, même si c'est un secteur différent? D'accord. Bon, donc moi, je vais déjà m'aligner sur ce qu'ils ont dit et surtout sur ce que M. Sanogo a dit. Il faut la confiance. Il faut également la confiance. Il ne faut pas avoir peur de parler de son idée. Voilà. Puisque nous, généralement, Africains, quand on a une idée, on se réserve. Ouais. Mais il faut déjà en parler et s'entourer des personnes qui ont la même vision que toi. Donc s'entourer de la même vision, qui partagent la même vision. Voilà, puisque déjà, quand on met en place une start-up, forcément, on n'a pas les moyens. Déjà, je parle de moyens financiers. Donc, déjà, si ceux qui s'entourent avec toi ont la même vision, du coup, ils pourront travailler sans être vraiment ennuyés. Du coup, l'équipe est vraiment importante. Il y a la confiance aussi, avoir la confiance en soi, pas de peur, et voilà, foncer. Écoutez, sur ces bonnes paroles, en tout cas, je voudrais vous remercier à vous d'être ici présent avec nous, d'avoir participé. J'espère que le débat vous a éclairé sur certains points que vous avez. À ceux qui, évidemment, aussi nous suivent par Internet,
Moi, je terminerai en tout cas ce débat passionnant que j'ai eu avec vous. Je vous remercie en tout cas à vous pour vos opinions vraiment pertinentes et le partage de vos expériences. Je crois que ce débat était fort intéressant parce que vous avez des points de vue de personnes de terrain, ce qui est vraiment très très important à mes yeux, et pas uniquement des théoriciens qui arrivent, mais vraiment vous avez un œil de pratique là-dessus. Et moi, je terminerai avec une modeste contribution en citant, écoutez, un ancien dirigeant chez Apple, Guy Kawasaki, qui a lancé l'évangélisation du numérique, comme on dit, et qui a dit « La meilleure raison pour lancer une entreprise de créer du sens, de créer un produit ou un service qui contribue à améliorer le monde. » Sur ces bonnes paroles, écoutez, je vous remercie. Nous vous souhaitons à tous une bonne continuation d'Emerging Valley. Et écoutez, on vous dit à bientôt. Merci. 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 Merci.